Alors ce soir, on va vous présenter un atelier qui s'intitule «Une bonne isolation de son logement, rester au chaud l'hiver et rester au frais l'été». Donc on va vous faire une présentation de l'isolation et on va vous expliquer du coup pas mal de principes. Donc vous aurez plusieurs intervenants. Le sommaire, ce sera la présentation des différents intervenants. Ensuite, on va aborder le contexte actuel et les évolutions réglementaires qui ont quand même bien changé. Ensuite, vous aurez toute une partie sur les matériaux isolants, puis les postes de travaux au niveau de l'isolation qui sera expliqué par Pierre-Louis. Et on enchaînera sur des cas pratiques de logements isolés pour que vous puissiez apprécier l'efficacité d'un logement isolé et à quel niveau d'isolation. Et à la fin, on fera un temps de questions-réponses où vous pourrez nous poser des questions. On a déjà noté quelques questions issues du questionnaire que vous avez envoyé lors de votre inscription. Et vous pourrez poser des questions en cours de webinaire. On essaiera d'y répondre au mieux. Dans tous les cas, on vous montrera, on vous présentera nos contacts pour avoir des réponses un peu plus détaillées et affinées sur l'ensemble de vos questions. Donc, la présentation, on va démarrer par le service public de la rénovation énergétique. Donc, Pierre-Louis Moineau et moi, Céline Crognaud, on fait partie du réseau France Rénov'. Moi, je suis à l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie et du climat de la métropole marseillaise. Et Pierre-Louis est à la Maison Énergie Habitat Climat du pays d'Aix-en-Provence. Et on a aussi un secteur Istres, Ouest-Provence. Donc, en fait, on est répartis par secteur. Nos organismes sont des associations à service public qui se positionnent en tant que tiers de confiance, facilitateurs et incitateurs. Donc, on est neutre et indépendant. On accompagne et facilite les parcours de rénovation du particulier tout au long de son projet. On contribue à une dynamique territoriale pour la rénovation énergétique. On est également en lien avec l'ADIL qui, eux, sont plutôt portés sur des questions d'ordre juridique et fiscal. Ils sont complémentaires à nos structures. Donc, toujours le service public de la rénovation énergétique. On fait partie du réseau France Rénov'. Et puis, l'ALEC et la Maison Énergie Habitat Climat du pays d'Aix. On accompagne essentiellement sur des questions d'ordre technique. Donc, le juridique fiscal, c'est l'ADIL et tout ce qui est questions techniques et les aides financières associées. Donc, ce sera nos structures. Et pour les professionnels, nous avons la participation de 2 professionnels qui vont se présenter. Je vais laisser la parole là à Christophe, peut-être qui était là. Je vois que Sébastien s'est connecté, c'est parfait. Donc, Christophe Servère de l'entreprise 5S Construction. Et après, vous aurez la présentation de Sébastien Baudry de l'Agence pour l'isolation. Bonjour, merci Céline et Pierre-Louis de l'invitation. Donc 5S Construction, c'est une entreprise qui est reconnue garant de l'environnement depuis 2015 et nous faisons de l'isolation thermique avec des matériaux qui sont biosourcés. Et nous faisons tout ce qui est isolation, plancher haut, plancher bas, murs et fenêtres de toit. Voilà. Vous voulez que je rajoute quelque chose ou c'est bon? Non, c'est bon. Je pense qu'on détaillera du coup plus les postes de travaux pendant le temps en question-réponse. Vas-y, Sébastien. Oui, alors, bonsoir. Oui, vous m'entendez? À peu près. Est-ce que vous m'entendez déjà? Ça va. Ça va? Ah, bon. Alors, donc Sébastien Baudry, gérant de API, entreprise qui travaille dans la rénovation et la construction écologique depuis 2013. Comme Christophe,
nous n'utilisons que des matériaux biosourcés et nous faisons aussi tout type de travaux d'isolation, que ce soit par l'intérieur, par l'extérieur, avec quelques spécialités comme l'isolation des toitures par l'extérieur, ou des murs aussi. Enfin, voilà. Très bien, merci. Alors, on va démarrer par le contexte et les évolutions réglementaires. Donc, le contexte, c'est, tout le monde a pu constater la forte augmentation des prix depuis de nombreuses années et encore plus ces derniers temps. Donc, vous avez un graphique sur la gauche qui vous montre l'évolution des prix de certaines énergies, donc les bois en vrac, enfin les granulés les granulés, l'électricité, fuel et gaz. Donc, c'est juste des exemples. Et puis, sur la droite, vous avez l'évolution du prix des énergies, donc les différentes évolutions que vous pouvez retrouver sur le site Agena. Vous avez l'Argus qui est mis à jour assez régulièrement, pas tous les mois, mais qui est mis à jour assez régulièrement. Donc, on démarre ce webinaire en parlant des énergies parce que du fait de l'augmentation des énergies, on consomme du chauffage, donc notre facture augmente. D'où l'importance de ce webinaire sur l'isolation, parce que l'isolation va impacter nos consommations d'énergie. Ensuite, le deuxième point assez important actuellement, c'est l'interdiction progressive de la mise en location. Donc, la loi climat et résilience, depuis 2021, a mis en place toute une série d'évolutions au niveau de la réglementation d'ici 2050. Et là, aujourd'hui, notamment actuellement, en termes de location, vous avez des mises en location qui vont devenir interdites. Là, aujourd'hui, c'est pour les passoires énergétiques et petit à petit, comme vous le voyez sur ce graphique, d'ici 2034, on va éliminer toutes les locations dites en dessous des étiquettes D. Donc, vous voyez que vous avez des paliers, donc 2025, 2028 pour les E et 2034. Et depuis le 1er avril 2023, donc là, ce sera au niveau de la vente, vous avez l'audit qui est obligatoire dès lors que le DPE est en F ou G. Donc, que ce soit au niveau de la location ou au niveau de la vente, les réglementations évoluent et sont de plus en plus dures. D'où le fait de notre webinaire sur l'isolation. Donc, je vais laisser la parole à Pierre-Louis qui va nous présenter les matériaux isolants et nous faire une petite amorce avec des petites notions physiques pour que vous compreniez comment ça se passe. Alors, on va s'intéresser principalement au phénomène de conduction. Donc, la conduction thermique, c'est le transfert thermique de proche en proche par excitation des molécules à travers donc, un matériau. Et c'est principalement ce qui va être à l'œuvre dans le bâtiment, ce qui va permettre de transmettre l'énergie que vous générez à l'intérieur de votre habitation via votre système de chauffage dans le milieu extérieur. Donc ça, ce phénomène de conduction, on peut l'illustrer assez facilement avec la barre métallique que vous mettez dans le feu. Vous remarquez assez rapidement, au bout d'un temps assez court, qu'au niveau de vos mains, vous ressentez la chaleur qui s'est transmise par conduction à travers le matériau. Si vous faites la même expérience avec une tige en bois, par exemple, vous ne remarquerez presque pas ce phénomène. Ça, c'est parce que chaque matériau va disposer de propriétés de conductivité thermique qui lui est propre. Donc, la conductivité thermique, elle est exprimée par un symbole grec, le lambda, qui va s'exprimer en watts par mètre et par Kelvin. Et ça va caractériser la capacité qu'a un matériau donné à transmettre une quantité d'énergie, donc en watts, sur 1 mètre de longueur pour 1 degré d'écart. Alors, ça, c'est bien beau, mais nous, dans le bâtiment, on n'a pas forcément des longueurs d'1 mètre. On va avoir parfois des épaisseurs qui sont différentes. Et c'est pourquoi on utilise beaucoup la résistance thermique. Donc, la résistance thermique, ça va être l'épaisseur de matériau qu'on va diviser par son lambda. Alors, si le lambda caractérise la conductivité, et donc plus un lambda est petit, plus le matériau est isolant. En revanche, la résistance thermique, de par sa formule mathématique, c'est l'inverse. Plus une résistance thermique est grande,
plus notre paroi va s'opposer au transfert thermique par conduction. On peut passer à la suivante. Donc voilà, ce que vous voyez comme phrase, c'est ce que je vous disais, la résistance thermique d'une paroi correspond à la capacité qu'a cette paroi à s'opposer à la quantité de chaleur qui va être transmise par conduction. Je vous disais tout à l'heure que chaque matériau va avoir ses propres propriétés. On le retrouve sur le schéma que vous voyez à droite. Pour une résistance thermique de 3,15, qui est une résistance thermique à peu près intéressante pour des murs, par exemple, eh bien, l'épaisseur de différents matériaux pour atteindre cette même performance. Ce que vous voyez, c'est que 3,15, ça correspond grosso modo à 10 cm d'un isolant avec un lambda de 0,032. Ça correspond à 28 cm de béton cellulaire, 56 cm de bois, 2,30 m de briques et 5 mètres de béton. Alors, on n'a pas la pierre sur ce schéma, mais la pierre, il faut la rapprocher du béton. Hein. Et donc, ce que vous remarquez assez facilement, eh bien, c'est que ce qui va donner la performance d'une paroi, c'est vraiment les quelques centimètres d'isolant et ce n'est en aucun cas l'épaisseur du matériau constitutif de la maison. En clair, même si vous avez des murs en pierre épais de 50 cm d'épaisseur, eh bien, vous avez une performance, une résistance thermique qui est faible, mauvaise. Donc, ce qu'on remarque vraiment sur ce graphique et ce qu'il est intéressant de constater, c'est vraiment ça. La propriété de résistance thermique à la conduction va être donnée par les quelques centimètres d'isolant et en aucun cas par le matériau constitutif, le matériau dense, la brique, le béton ou la pierre. On peut avoir d'autres propriétés intéressantes, mais pas celle de la résistance thermique. Alors, il y a une autre notion qui va être intéressante sur les matériaux isolants, c'est le déphasage thermique. Le déphasage thermique, c'est le temps que va mettre un flux de chaleur à traverser une paroi, en l'occurrence une paroi ou un isolant. Vous voyez sur le schéma de gauche la température extérieure et la température intérieure avec un faible déphasage. Vous voyez que peu ou prou, la température à peu de temps près va suivre la variation de température extérieure. Donc ça va caractériser une inertie et un déphasage faible. En revanche, sur la droite, ce que vous pouvez constater, eh bien, c'est que le maximum de température intérieure est totalement déphasé par rapport au maximum de température extérieure, ce qui va caractériser un déphasage thermique important. On peut passer à la slide suivante. Alors, cette notion de déphasage thermique, en hiver, elle ne va pas avoir beaucoup d'intérêt, étant donné que le flux de chaleur, en hiver, il est constamment orienté de l'intérieur vers l'extérieur. Pour faire simple, le chaud va toujours vers le froid. En hiver, vous maintenez 20 degrés dans votre maison, quel que soit le moment de la journée ou de la nuit, à de rares exceptions près, vous allez avoir une température extérieure plus faible que l'intérieur de votre maison et donc eh bien, la chaleur à l'intérieur de votre maison va aller vers l'extérieur. Donc un flux intérieur vers l'extérieur. En été, c'est différent. Mis à part quelques journées de canicule où la température va très peu redescendre dans la nuit, ça va arriver quelques fois dans l'année, effectivement, mais la plupart du temps, ce que vous allez avoir, c'est donc un flux de chaleur qui va aller de l'extérieur vers l'intérieur quand il fait très chaud dehors. Donc, ce que vous voyez sur la droite du schéma. Mais en revanche, la nuit, vous avez souvent des températures qui vont descendre et qui vont tomber en dessous de la température intérieure de votre logement. Auquel cas, le flux de chaleur, cette fois, va être inversé et il va aller de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc, si vous avez un déphasage thermique de vos parois qui est proche de 12 heures, 12 heures, c'est à peu près l'alternance qu'on va avoir entre le jour et la nuit, et donc l'inversion du flux de chaleur, eh bien, le flux de chaleur n'aura pas eu le temps de pénétrer à l'intérieur de la paroi, qu'il va être directement réaspiré vers l'extérieur. Et donc, cette notion de déphasage thermique, elle va influencer sur le confort d'été. Plus vos parois vont être équipées, donc parois, on entend le matériau constitutif plus l'isolant, mais plus vont avoir un déphasage thermique important. Et donc, plus vous limiterez naturellement les surchauffes en été et vous y gagnerez en confort. Donc, lorsqu'on choisit un isolant, c'est important de se pencher sur ces deux propriétés.
on va avoir donc par la suite les grandes familles d'isolants. Et on va essayer de tirer quelques généralités sur ces grandes familles. Alors, dans chaque famille, vous allez avoir des isolants un petit peu spécifiques pour lesquels ce qu'on va admettre en général n'est pas forcément vrai. Mais voilà un petit peu les caractéristiques des grandes familles. Vous allez avoir la première grande famille qui sont les isolants dérivés de la pétrochimie. Donc là, on va retrouver les polyuréthanes, les mousses phénoliques et puis le grand classique, le polystyrène. Alors, pour la plupart, ce sont des isolants qui vont avoir un lambda très important. Là, on va surtout parler du polyuréthane et des mousses phénoliques qui vont avoir des très, très bonnes propriétés de lambda, donc un lambda très faible en l'occurrence. Pour le polystyrène, c'est un petit peu moins vrai, mais globalement, voilà, retenons que cette famille a des propriétés intrinsèques très intéressantes pour lutter contre le transfert thermique par conduction. En revanche, ce sont des isolants qui sont très peu denses et qui, du coup, ont en général un très mauvais déphasage thermique. Alors, par ailleurs, ce sont des isolants donc, issus de la pétrochimie qui ont un bilan écologique qui est l'un des pires parmi les grandes familles d'isolants et qui ont un certain nombre d'autres inconvénients. Ce sont des isolants qui sont généralement inflammables et qui peuvent dégager des fumées assez toxiques. Ils sont généralement de mauvais isolants phoniques. Et alors, ils sont en général imperméables à la vapeur d'eau, ce qui peut poser problème et ce qui proscrira leur utilisation sur un certain nombre de bâtiments, notamment le bâti ancien. En revanche, ils ont certains avantages, bien évidemment, leur légèreté, leur imputrescibilité. Alors, le prix, ça va être vrai pour le polystyrène, qui est généralement bon marché, beaucoup moins pour les mousses phénoliques et pour les polyuréthanes. Et puis, notons comme dernier inconvénient assez général à cette grande famille, c'est qu'il n'existe pas de format semi-rigide. Ce sont des isolants qui ne se déforment pas. Donc, on va les trouver principalement sous la forme que vous voyez illustrée à gauche, c'est-à-dire des panneaux rigides de cet isolant. Donc là, c'est du polystyrène en l'occurrence. La deuxième grande famille d'isolants, c'est celle que l'on connaît tous, ce sont les isolants minéraux d'origine minérale. Donc là, on va retrouver les best-sellers, la laine de verre, la laine de roche, et puis les isolants un petit peu moins utilisés, le verre cellulaire, la perlite, par exemple. Il y en a d'autres, bien évidemment. Pour la plupart, ce sont des isolants qui ont un bon lambda, mis à part sous certaines formes, on le verra par la suite. Mais globalement, retenons un plutôt bon lambda. En revanche, un déphasage thermique assez moyen pour la plupart. Leur gros avantage, et ça c'est surtout vrai pour les laines de verre, ça va être le prix. C'est des isolants qui sont généralement les moins chers du marché et c'est pour ça évidemment qu'on en retrouve un petit peu partout. Alors, autre avantage intrinsèque que vont avoir ces isolants, c'est leur ininflammabilité et leur grande diversité de formes. On va les retrouver beaucoup de formes, ce que je vais vous montrer par la suite. En revanche, voilà, pour continuer avec les inconvénients, en plus du déphasage qui n'est pas optimal, on va avoir un bilan écologique pas terrible. Il faut s'imaginer que pour former une laine de verre ou une laine de roche, on va monter à très haute température, soit du sable, du silice, soit de la roche. On va devoir la tisser sous forme que vous voyez illustrée. Et donc, forcément, ça s'est fait dans des équipements qui fonctionnent souvent au gaz, au charbon. Donc, c'est beaucoup d'énergie grise pour la production de ces isolants et donc un bilan écologique qui n'est pas très, très satisfaisant. Par ailleurs, sur la durée, ce sont des isolants qui vont avoir tendance à s'affaisser avec le temps. Et ce qui va leur conférer leurs propriétés isolantes, ce sont les petites bulles d'air comprises à l'intérieur des fibres. Et autant lorsque le matériau va s'affaisser que lorsqu'il va être mouillé, il va perdre ses propriétés isolantes. Donc, dans le temps, la durabilité est moyenne. La dernière grande famille d'isolants, ce sont les isolants dits biosourcés. Donc là, il en existe un grand nombre. Vous allez retrouver les ouates de cellulose, les cotons recyclés, les laines de bois, de chanvrelin, les fibres de bois et tout un tas d'autres isolants. On n'a pas pu tous les lister, bien évidemment. Leur point commun, c'est que pour la plupart, le lambda est très légèrement inférieur aux isolants précédents. Alors, il est à peu près comparable aux laines de verre et laines de roche, à un
une petite chose près pour la plupart de ces isolants, surtout sur les formats semi-rigides. En revanche, le gros avantage, c'est que ce sont des isolants qui, pour la plupart, là il y a quelques petites exceptions, mais ont un très bon déphasage. Un bilan écologique beaucoup plus favorable que les précédents, évidemment. À la différence des isolants issus de la pétrochimie, pour le coup, ils ont une bonne régulation de l'humidité et du transfert de vapeur d'eau. Et gros avantage, on en trouve sous toutes les formes, vous allez le voir juste en dessous. Et ce sont des très bons isolants phoniques pour la plupart. Petit inconvénient de ces isolants, c'est que dans le cas général, ils vont être un petit peu plus chers que les alternatives qu'on a vues précédemment et que les isolants premier prix, mis à part éventuellement la ouate de cellulose en vrac, qui elle est très compétitive, mais pour les laines et les fibres, ça va être un petit peu plus cher. Et puis, on a noté un petit inconvénient de plus, qui est le fait que, étant inflammables de base, eh bien, on va les traiter au feu et au nuisible. Et on le fait généralement avec des produits qui ne sont pas forcément très sympathiques. Passons à la suite. Donc, alors, pour revenir sur ce que je vous ai présenté, il existe d'autres types d'isolants. On n'a pas pu tous les aborder. On va glisser un petit mot. Vous avez des isolants minces, vous avez des mousses expansives. Mais voilà, c'était vraiment les grandes familles qu'on a pu lister. Alors, les formes maintenant, vous avez 3 principales formes. Encore une fois, il peut y avoir des petites exceptions, les mousses expansives notamment, mais vous allez retrouver généralement ces 3 types d'isolants dans l'habitat. Donc, les isolants rigides, parmi lesquels on va retrouver les isolants issus de la pétrochimie, des fibres de bois, et puis des laines de roche sous ce format-là. Des isolants semi-rigides, donc ça, c'est la classique laine de verre, par exemple. On va retrouver également de la laine de roche, de la laine de bois, de la laine chanvrelin, des panneaux de ouate de cellulose et tout un tas d'isolants biosourcés également sous ce format. Et puis en vrac, donc là, vous allez retrouver des billes de polystyrène, de la laine de verre, de la laine de roche, de la ouate de cellulose, du coton recyclé et encore bien d'autres biosourcés. Alors évidemment, ces différents formats vont nous permettre d'isoler différentes parois de la maison et donc vont avoir des applications différentes. C'est ce qu'on va voir dans la partie suivante. Là, c'est un tableau de comparatif d'isolant dans le cadre du déphasage, qui est une notion qui est très importante pour le confort d'été, d'autant qu'on habite dans le sud, mais qu'on subit le réchauffement climatique. L'été dernier, ça a été assez compliqué pour pas mal de régions, dont la nôtre. Donc, on a trouvé assez important de vous montrer un comparatif de différents isolants qui vont vous donner avec leurs critères techniques, des efficacités pour le confort d'hiver, mais vous avez remarqué que vous avez aussi, selon les isolants, des efficacités qui sont plus ou moins bonnes pour le confort d'été. Donc, ce tableau est loin d'être exhaustif, c'est juste des calculs d'exemples à partir de certains isolants. Donc, on ne parle pas de famille, mais c'est des calculs qui ont été faits avec des isolants spécifiques, enfin voilà, ce n'est pas des familles d'isolants en fait. Donc, on a classé ça en postes de travaux différents, mais pour la toiture, parce que souvent, c'est la toiture qui va subir qui va créer le plus de surchauffe. Donc, le sarking, c'est l'isolation de la toiture par l'extérieur. Les rampants, c'est l'isolation de la toiture par l'intérieur. Et le soufflage, c'est l'isolation de combles perdus. Alors là, soufflage, parce qu'on va parler d'isolation en vrac, mais vous pouvez avoir une isolation de combles perdus qui est possible aussi avec des panneaux d'isolant. Donc là, les exemples qui vous sont présentés. Donc pour le sarking, donc l'isolation de la toiture par l'extérieur, vous avez sur la première ligne, ce sera l'épaisseur de l'isolant. Ensuite, on va parler de la densité. C'est en partie un critère qui est prépondérant pour bénéficier d'un bon confort thermique. Donc, vous pouvez voir qu'on a une résistance thermique qui est exprimée en mètres carrés par Kelvin par watt. Donc, on a en sarking et en rampant, on est resté sur les obligations réglementaires, donc une résistance thermique au-dessus de 6
et en comble perdu, une résistance thermique au-dessus de 7. Donc, pour les résistances thermiques au-dessus de 6, on peut voir qu'avec du polyuréthane, par exemple, on va mettre 15 cm, ce sera suffisant pour obtenir une résistance réglementaire. Par contre, vous allez voir que le résultat pour le confort d'été sera à peu près d'un déphasage d'environ 4h40. Pour la laine de roche, juste à côté, on a pris un exemple de laine de roche, donc avec une épaisseur de 22 cm, une densité nettement meilleure. Entre autres, on a un déphasage d'environ 9 heures et avec une fibre de bois rigide, on a un meilleur déphasage. Après, là, c'est un exemple avec de la fibre de bois rigide. On peut aussi faire du sarking avec des fibres de bois semi-rigides. Donc, ce sera des critères en fait, qui seront à prendre en compte si vous souhaitez un bon confort thermique. Vous avez certaines entreprises qui l'indiquent dans leur devis, ce qui est assez intéressant parce que dans les devis, on parle souvent de mentions obligatoires qui vont être la résistance thermique, mais qui ne sera pas le déphasage. Donc, ce n'est pas une notion encore qui est obligatoire. Donc là, on a parlé du sarking. Pour les rampants, les exemples, ça a été du PSE. En fait, c'est du polystyrène. Ça peut être du panneau sandwich, par exemple. Enfin, voilà, c'est des panneaux d'isolant à base de polystyrène. Donc, on peut voir qu'au niveau du déphasage, on a un déphasage qui est assez moyen. Vous avez aussi des panneaux de watt chambre où là, le déphasage est nettement meilleur, donc avec des densités aussi qui sont plus intéressantes. Et en termes de déphasage encore plus intéressant, vous avez toutes les familles des fibres de bois. Et là, notamment, c'est une fibre de bois semi-rigide. Mais voilà, vous avez du coup des exemples à ce niveau-là. On n'a pas rajouté la laine de verre, qui est un isolant qui est quand même couramment employé. Dans les résultats, la laine de verre avec une résistance thermique au-delà de 6, on a un déphasage qui est de l'ordre d'environ 3 heures. Donc, le déphasage est très mauvais. Si vous voulez avoir un confort d'été, en tout cas, la laine de verre, ce n'est pas un isolant qui sera conseillé. Et ensuite, pour l'isolation en vrac, donc en soufflage, donc la laine de verre, on peut voir que la densité en général est très faible. Donc, c'est un isolant qui est très léger. Donc voilà, vous avez un ordre de déphasage qui est de l'ordre de 3h30 en vrac. Après la laine de roche, c'est meilleur. Vous avez un déphasage de 5 heures. Et en watts, vous avez un déphasage de 8 heures. Et après, vous avez aussi l'isolant en laine de bois qui existe. Voilà, donc ça, c'est des exemples en rampant. On a la laine de verre, je vous en ai parlé. On a la laine de roche aussi qui a un déphasage qui est relativement intéressant pour une épaisseur d'environ 20 cm. Enfin, voilà, donc c'est des données en tout cas à détailler si on veut associer, en plus du confort d'hiver, un confort d'été. Je vais redonner la parole à Pierre-Louis pour détailler tous les postes de travaux d'un bâti. Alors, ce que vous avez là, c'est donc une moyenne qu'a fait l'ADEME sur des maisons datant d'avant 1974, donc les chocs pétroliers grosso modo, et qui est non isolée. Hein, donc, fenêtre simple vitrage et toutes les parois non isolées. Donc, c'est une moyenne, évidemment. Selon la géométrie de maison, ça peut varier, mais les ordres de grandeur sont les suivants. Vous avez des déperditions qui sont généralement de l'ordre de 25 à 30% par la toiture, de 20 à 25% par les murs, auxquels on peut adjoindre éventuellement une part thermique, des 5 à 10% que vous voyez là. On y reviendra juste après sur ces ponts thermiques. Donc ça, c'est vraiment le poste prépondérant dans les déperditions. Vous avez par la suite les fenêtres de l'ordre de 10 à 15%. Et puis, les planchers bas de l'ordre de 7 à 10%. Alors, il y a une question à laquelle je vais répondre tout de suite. Les ordres de grandeur pour les copropriétés, non, ça ne va pas être exactement les mêmes, forcément. Il y a une partie d'air renouvelé et de fuite qui est néanmoins important, 20 à 25%. Seulement, le renouvellement de l'air ne joue pas le même rôle. On a besoin d'assurer un renouvellement de l'air pour avoir un air sain. Et donc, dans le meilleur des cas, ce qu'il faudrait bien comprendre, ça serait
toutes les autres à 0, hein, les fenêtres, le toit, les murs, les ponts thermiques et le plancher bas à 0 et 100% par renouvellement de l'air. Donc, on va se focaliser plutôt sur voilà, toiture, mur, plancher bas et fenêtre aujourd'hui. Le renouvellement de l'air, on glissera un mot tout à l'heure. Alors, il existe différents types de planchers hauts et l'un des plus courants, ce sont les combles perdus. Hein. Donc là, c'est un niveau de tampon et le dernier espace de vie. Il y a principalement deux manières d'isoler ces combles perdus. Celle de gauche, c'est celle qui est utilisée de nombreuses années avec des rouleaux déroulés. Principalement, c'était de la laine de verre. Aujourd'hui, vous avez vu qu'il existe d'autres types d'isolants semi-rigides hein, qu'on pourrait mettre en comble perdu. Le désavantage de cette technique, c'est qu'elle demande généralement un peu plus de travail et de manutention pour les artisans et donc, eh bien, elle est plus chère in fine. C'est pour ça qu'elle a été supplantée dans beaucoup de cas par le soufflage qui est plus rapide à la mise en œuvre et qui a recours à de l'isolant en vrac. Donc là, c'est l'illustration que vous avez à droite. Hein. L'idée, c'est de venir souffler une certaine épaisseur d'isolant en vrac directement sur le plancher de comble perdu. Quelle que soit la technique, on va viser une résistance thermique de 7. Hein, je l'ai mis on peut revenir peut-être sur la slide d'avant, juste une petite seconde. Céline, la slide d'avant. Une résistance thermique de 7 à minima. Ça, c'est critère national, mais c'est plutôt pas mal pour notre région. Et ça va correspondre grosso modo à 30 à 35 cm d'isolant, selon évidemment la nature de l'isolant, et puis si c'est du semi-rigide, du vrac, etc. Donc la particularité du comble perdu, c'est qu'on n'a pas trop de problèmes d'espace généralement, donc on peut se permettre d'avoir des épaisseurs assez importantes. Le deuxième type de toiture que vous allez retrouver, c'est des combles aménagés. Hein, donc là, vous êtes le dernier niveau est directement sous la pente de toit. Là, ça ne va pas être exactement le même cas de figure. Il va y avoir deux techniques principales pour isoler ces combles aménagés. L'isolation par l'intérieur, en classique, on va dire, hein, ce qu'on retrouve dans 90% des cas, où on va venir eh bien, mettre des panneaux alors, rigides ou semi-rigides d'isolant entre les chevrons. Et puis, on va ensuite mettre un plafond, généralement un placo. On va viser généralement, c'est ce qui est conseillé, c'est une résistance thermique supérieure ou égale à 6, ce qui va correspondre, selon la nature du matériau, vous l'avez compris maintenant, mais à peu près 25 cm d'isolant. Donc 25 cm d'isolant, ce serait la performance avec une laine de verre ou avec une laine de bois, par exemple. Ça peut poser problème dans certains cas si vous avez une faible hauteur sous plafond. Hein, notamment, on ne peut pas forcément se permettre de perdre ces 25 cm. Et donc, parfois, on va avoir plutôt recours à de l'isolation par l'extérieur, ce qu'on appelle le sarking, dont on parlait précédemment. Le sarking, l'idée, c'est de venir mettre des panneaux d'isolant rigides à l'extérieur des chevrons, et puis ensuite de faire un contre-lattage et de refaire la couverture. Ça a pour gros avantage eh bien, de ne pas baisser la hauteur disponible sous plafond, hein, comme c'est le cas dans le cas de l'isolation par l'intérieur. En revanche, le sarking est beaucoup plus cher. Effectivement, il va falloir déposer toute la couverture, mettre des isolants sous forme rigide qui sont souvent plus chers que les semi-rigides, et puis beaucoup de travail pour l'artisan ensuite sur le contrôlage et le travail de couverture, donc un coût beaucoup plus élevé, évidemment. C'est quelque chose qui est souvent à considérer lorsque vous devez refaire la toiture, hein, dans ce cas-là, et que vous avez le problème cité précédemment de la hauteur disponible sous plafond par l'intérieur. Dans ce cas-là, il est pertinent de considérer l'isolation par l'extérieur sarking. Dans les deux cas, R supérieur ou égal à 6, grosso modo une 20-25 cm d'isolant. Le dernier type de toiture qu'on retrouve un petit peu moins fréquemment, alors ça va concerner pas mal l'habitat collectif, notamment les toits plats des résidences des années 60-70, hein, souvent. Eh bien, ça, on peut les isoler. Alors, on recommande fortement de les isoler par l'extérieur. Et là, l'idée, eh bien, c'est de mettre donc un pare-vapeur en premier lieu en dessous, et puis ensuite de l'isolant. Généralement, ça va être de l'isolant rigide, donc polyuréthane, fibre de bois ou
éventuellement de la laine de roche, et ensuite de refaire l'étanchéité et éventuellement le revêtement. Sur ces toitures-là, on va conseiller en général une résistance thermique supérieure à 4,5, ce qui correspond à 10 cm de polyuréthane ou jusqu'à peu près 18 cm de fibre de bois. On a fait le tour pour les toitures. Intéressons-nous maintenant à l'isolation des murs. Donc, l'isolation des murs, là encore, on va avoir deux grandes possibilités, deux grandes techniques. On va commencer par l'isolation par l'intérieur, ce qui s'est fait pendant de nombreuses années dans le bâtiment. L'idée, c'est à l'intérieur donc du matériau constitutif, eh bien, de mettre des panneaux semi-rigides ou rigides d'isolant que vous voyez en jaune hein, sur le schéma de droite. Et puis, on va mettre des montants et des rails qui vont nous permettre de mettre le revêtement intérieur, donc bien souvent un placo. On va viser une résistance thermique de 3,7 dans ce cas-là, soit environ 12 à 15 cm d'isolant. Évidemment, sur de la rénovation, ça implique, si on veut isoler par l'intérieur, un chantier qui va être assez intrusif et puis qui va vous réduire la surface habitable, étant donné qu'on va rajouter une surcouche de l'ordre de la quinzaine de centimètres sur tous les murs donnant sur l'extérieur. C'est pour ça que, notamment, hein, il peut être préférable d'isoler par l'extérieur. Donc là, l'isolation par l'extérieur, on va viser la même performance, R supérieur ou égal à 3,7. 12-15 cm d'isolant, plus un petit enduit. Et là, l'idée, c'est qu'on va venir coller et cheviller, donc cette fois-ci, de l'isolant rigide. Alors, ce qu'on voit beaucoup, ça va être du polystyrène. Mais la belle alternative, ça sera de la fibre de bois, un petit peu plus chère. Et notons également que dans le cas de bâtis anciens, hein, des murs en pierre maçonnée notamment, on proscrira l'utilisation de polystyrène et on conseillera très, très, très fortement d'avoir recours à de la fibre de bois pour une question de la migration de la vapeur d'eau. Donc, l'isolation des murs par l'extérieur, elle a un certain nombre d'avantages, notamment le fait de pouvoir aussi refaire votre façade derrière. Hein, la finition va permettre d'incorporer le ravalement de façade et puis de ne pas rogner de la surface habitable. Ce n'est pas les seuls avantages, il y a des avantages thermiques qu'on va voir dans la slide suivante. Voilà, donc ça, c'est une illustration de pont thermique de plancher intermédiaire. Donc là, ça a été pris, la photo a été prise à la caméra thermique. Et ce que vous voyez, un logement qui est isolé par l'intérieur. Et donc, on va avoir une rupture d'isolant à la liaison mur-plancher. C'est le petit schéma qu'on a en haut. Et donc, la dalle, hein, le matériau béton, va se charger en chaleur et va l'évacuer à l'extérieur, comme on peut le voir à gauche. Gros avantage de l'isolation par l'extérieur, c'est qu'on n'a pas cette discontinuité d'isolation. Hein, on va avoir une totale continuité et on va pouvoir, du coup, lutter efficacement contre ces ponts thermiques de plancher intermédiaire. Et donc, dans certains cas, sur des maisons avec plusieurs niveaux, dans l'habitat collectif également, on a un gros avantage thermique à aller plutôt vers de l'isolation par l'extérieur que de l'isolation par l'intérieur. Dernier petit point, c'est l'inertie. Lorsqu'on va isoler par l'intérieur, ce qui va être à l'intérieur de la couche d'isolant, c'est principalement de l'air et peu d'inertie. Au contraire, quand on isole par l'extérieur, on va avoir tout le matériau constitutif dense, compris à l'intérieur de la couche d'isolant. Et donc, ça va conférer une grosse inertie à l'ensemble, plus dur à monter en température, mais difficile et beaucoup moins soumis aux variations de température extérieure, en tout cas, et donc plus confortable généralement. Troisième point que vous pourrez considérer, c'est les menuiseries extérieures, donc les fenêtres et les portes-fenêtres. Là, il n'y a pas vraiment de secret. Le simple vitrage n'est pas très performant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la plupart des maisons sont équipées de double vitrage. Le double vitrage, le principe est le suivant. Vous avez donc deux lames constituées de vitrage et à l'intérieur de laquelle vous allez retrouver donc, soit de l'air, soit un gaz, souvent de l'argon.
L'idée étant de laisser passer la lumière et laisser rentrer l'énergie à l'intérieur de la maison, hein, l'énergie solaire gratuite, les apports solaires, mais de bloquer le transfert thermique par conduction lorsque le flux de chaleur tente de sortir de la maison. Donc là, ce qu'on va regarder pour caractériser la performance des menuiseries, c'est deux indices, le UW et le SW. Le UW, c'est le coefficient de transmission surfacique. Plus il est faible, moins notre menuiserie va laisser passer la chaleur de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, c'est un UW faible est un bon signe pour nous. Seulement, plus on va avoir tendance à avoir un UW faible, et bien moins laisser passer la lumière. Et nous, on a besoin quand même de laisser passer la lumière, c'est l'objet des menuiseries extérieures. Donc, on va s'intéresser au SW, qui est le facteur de transmission solaire et qui caractérise la performance de la menuiserie en termes de transmission de la lumière. Plus il est proche de 1, plus elle laisse passer la lumière, plus il est proche de 0, plus elle opacifie. L'idée du choix des menuiseries, ça va être de trouver un compromis justement entre ces performances isolantes et ces performances de transmission de la lumière et de la chaleur et des apports gratuits. Et donc, on conseille en général de tabler sur un couple de valeurs, donc soit un UW inférieur ou égal à 1,3 et un SW supérieur ou égal à 0,3, soit un UW un petit peu plus élevé, mais avec un facteur solaire lui aussi plus élevé. Dernière paroi déperditive, c'est le plancher bas. Donc, vous l'avez vu, c'est un petit peu moins en ordre de grandeur que les précédentes. Néanmoins, voilà, ça vient bien complémenter le reste et ça vient terminer l'isolation de l'enveloppe de la maison lorsqu'on touche à ce dernier poste. Donc, vous avez deux grandes familles, on va dire, de planchers bas. Vous avez les planchers bas sur cave, garage ou vide sanitaire. Et cela, on va avoir tendance à vouloir les isoler par l'extérieur, de manière à ne pas rogner sur la hauteur sous plafond notamment. L'idée, ça va être un petit peu comme pour les murs par l'extérieur, de venir coller cheviller des panneaux d'isolant rigides et puis ensuite de faire éventuellement un revêtement. On va viser une résistance thermique de 3, environ 10 cm d'isolant. L'autre grande famille de planchers bas, c'est le plancher sur terre-plein. Beaucoup sont non isolés à la base. Aujourd'hui, on rajoute de l'isolant lors de la construction. De cette manière-là, vous avez la dalle porteuse, de l'isolant qui va être posé dessus, un film plastique, et ensuite, on va faire une chape ou une dalle flottante. Pour avoir une bonne performance, de la même manière, une résistance thermique de 3 est assez souhaitable. En rénovation, ça peut être problématique. Si vous partez d'une dalle, il est souvent difficile de rehausser d'une dizaine de centimètres parce que vous avez un agencement intérieur, des portes intérieures, etc. C'est pourquoi c'est souvent un poste qui va être, on va dire, qui va passer un petit peu à la trappe lorsqu'on est sur terre-plein. Retenons que par contre sur cave, garage ou vide sanitaire, c'est généralement relativement facile si tant est qu'on ait la hauteur disponible dans le vide sanitaire, par exemple, pour pouvoir travailler. Généralement 80 cm au moins pour pouvoir passer un homme et travailler. On va passer au cas pratique de logement isolé. On vous a fait une simulation sur un logement qui est une maison individuelle de 100 mètres carrés construite dans les années 1960. Donc, construction type parpaing sans aucune isolation. Donc, la maison est un terre-plein de 100 mètres carrés avec des combles perdus et sur garage. Avec des fenêtres simple vitrage, une construction mur parpaing sans isolation, un plancher bas non isolé sur garage et une toiture qui est du comble perdu, sera du comble perdu non isolé également. Donc, vous pouvez voir qu'en classe énergétique, on est en étiquette F, donc considéré comme une passoire thermique. Un logement très peu performant. Donc, comme on le rappelle, les réglementations interdisent à la location ce type de logement à partir de 2028. Et on a des consommations de 411 kWh par mètre carré par an. On peut remarquer qu'on a aussi une
une notion de déperdition de la maison. Donc, l'estimation des déperditions de cette maison est évaluée à 20 kWh. Et on a aussi un ordre d'idée des factures d'énergie. Donc là, en l'occurrence, c'est du chauffage chaudière-gaz, donc estimé à environ 3 000 € TTC par an. Donc cette maison, l'idée, c'était de faire 2 scénarios d'isolation, donc 2 niveaux d'isolation. Donc le premier niveau d'isolation, ce sera l'isolation des combles perdus et l'isolation du plancher bas en sous-face. C'est-à-dire, on isole le plafond du garage et on isole les combles avec de la ouate de cellulose en vrac. Donc là, on a une économie d'énergie de l'ordre de 35%. On passe en étiquette énergétique à E avec des consommations de 267 kWh par mètre carré par an. On a des déperditions de la maison qui tournent autour de 12 kW au lieu de 20, donc une amélioration d'environ 40%. Donc, on diminue d'environ 40% les déperditions de la maison, ce qui n'est pas négligeable. Et les factures d'énergie, notamment de gaz, sont réduites d'environ 30%. Donc ça, c'est un premier scénario d'amélioration qui est présenté parce que c'est un scénario assez classique. Ensuite, on va parler d'un deuxième scénario et là, ce sera l'isolation complète de la maison. Donc, avec ce scénario, on garde l'isolation des combles du plancher bas et on va ajouter l'isolation des murs, le remplacement des simples vitrages par du double vitrage performant et une ventilation mécanique contrôlée. Donc, on isole l'ensemble de la maison. Ça nous permet au bâti de réduire les déperditions, de les diviser d'environ 4 et de réduire les factures de gaz d'environ 2. À ça, on va parler du coup d'un bâti qui sera isolé dans son ensemble et on va également parler d'un bâti qui sera étanche dans son ensemble. Si les travaux sont faits en bonne et due forme, on considère que le bâti est bien isolé et bien étanche. Donc, vous aurez un logement qui sera beaucoup plus étanche que l'existant, d'où la ventilation mécanique qui doit être quand même presque obligatoire parce qu'il faut assurer un renouvellement d'air et pour assurer ce renouvellement d'air, il faudra adapter une ventilation mécanique. Il peut y avoir plusieurs types de ventilation mécanique. La ventilation classique, c'est la ventilation en général simple flux, où on pose des entrées d'air sur certaines menuiseries de la maison, le salon, les chambres. Donc, vous avez l'air qui entre par ces menuiseries et vous avez des bouches d'extraction situées dans les pièces humides. Donc, très important d'associer une ventilation quand la maison est bien isolée et bien étanche. Donc là, vous pouvez apprécier le fait d'avoir une maison isolée. Vous passez en étiquette énergétique C. Donc, vous êtes tranquille au niveau des réglementations, des évolutions réglementaires, mais aussi, vous avez quand même un net meilleur confort, que ce soit pour l'hiver ou pour l'été. Parce que pour l'hiver, vous allez maintenir la chaleur de chauffe à l'intérieur de votre logement. Donc, vous allez largement diminuer les consommations et vous allez rester plus au frais l'été. Sachant que on diminue les déperditions, on diminue les factures, mais vous avez un confort thermique qui est nettement meilleur. Et en consommation, vous êtes à 117 kWh par mètre carré par an. Donc voilà, c'était un exemple assez illustratif. Chaque cas est différent parce qu'il faudra voir de quand date la maison, est-ce qu'il y a eu des travaux de rénovation depuis, de quand date le bâti, puisque là je parle de maison, mais en copropriété, on va parler de bâti dans son ensemble. Donc les calculs sont différents. Donc là, vous avez une consommation comparative de différents bâtiments à différentes époques et qui sont représentatifs de différentes réglementations thermiques. Donc, le bâti ancien, sur la vignette en bas à droite, vous avez des murs épais avec des combles perdus non isolés. Vous avez une consommation de l'ordre de 230 kWh par mètre carré par an. Sur l'étiquette en haut à gauche, vous avez une construction des années 70 où là, vous avez un petit peu d'isolant en termes de toiture, mais très peu, c'est quand même que 8 cm. Sinon, vous êtes sur la construction parpaing.
Donc, au niveau des murs, une faible épaisseur de mur. Et là, en consommation, vous êtes plutôt de l'ordre de 285 kWh par mètre carré par an. Avec la réglementation thermique de 2012, vous avez une toiture qui sera… alors, je vais quand même revenir sur la 2000. La 2000, vous avez une toiture qui a une isolation 2 fois plus élevée que la construction des années 70. Et en plus, vous avez déjà une isolation des murs, donc là, de l'ordre de 10 cm, et une isolation du sous-sol. Donc, on bascule à 110 kWh par mètre carré par an, ce qui est beaucoup mieux. Et depuis la réglementation de 2012, là, on a encore divisé les consommations, où on passe à 40 kWh par mètre carré par an. Plus le bâti est isolé, moins on consomme du coût d'énergie. Et alors, plus on est au frais l'été, après, ça va dépendre aussi des isolants qui vont être installés, parce que comme on l'a vu tout à l'heure avec le tableau, c'est sûr que selon les isolants, vous aurez une efficacité certes pour l'hiver, mais pour l'été, ce sera à mettre entre guillemets. Donc, je pense qu'on a fait le tour de la présentation. On va passer aux questions-réponses, notamment avec l'intervention de Christophe Servère de 5S et Sébastien Baudry d'API, qui pourront répondre à toutes vos questions. On en a noté quelques-unes. Donc, on peut peut-être démarrer déjà sur les questions qui ont été inscrites. Donc, notamment, en ce qui concerne l'isolation en toiture, quand on doit refaire une toiture complètement, quelle est la meilleure technique, par l'intérieur ou par le sarking? Alors, je peux peut-être répondre. Oui, Si je on ne fais pas entend. le sarking. Le sarking, c'est l'idéal dans le sens où ça vous permettra éventuellement d'aménager les combles si ce n'est pas déjà le cas. Et la performance de la couche d'isolation sera bien meilleure, de toute façon. Car c'est de l'isolation par l'extérieur. Donc, comme pour les murs, ça veut dire pas de pont thermique. Et puis voilà, c'est effectivement quand on doit refaire une couverture, voire une charpente, l'intérêt c'est que, voilà. Alors, par contre, c'est pas le même métier que si on isole en rampant par l'intérieur. En rampant par l'intérieur, c'est un travail plutôt de plaquiste, qui n'est pas du tout le même travail et qui ne nécessite pas les mêmes compétences ni assurances que quand on fait par l'extérieur en sarking, et où là c'est un travail de charpentier. Voilà. Donc forcément le prix n'est pas le même. Le prix, il peut varier entre, si j'isole en rampant par l'intérieur, environ 80 à 100 € du mètre carré, et par l'extérieur, on est minimum 3,5 à 4 fois plus. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il est possible d'isoler un toit terrasse par l'extérieur? Donc, oui, il est possible. Et quelles sont les contraintes? Je peux intervenir. Par l'intérieur, un toit terrasse, ça va dépendre bien sûr de ce qui est sous ce toit terrasse, déjà. Mais l'idéal, c'est quand même de le faire toujours par l'extérieur, pour 2 raisons prioritaires. C'est que déjà, ça vous permet de refaire toute votre étanchéité. Donc, en plus d'isoler, vous permettez aussi une meilleure imperméabilité de votre logement. Et les contraintes, ce que moi j'ai noté, c'est que c'est l'accès. Parce que ils font l'accès et la hauteur du petit muret qui empêche l'eau de s'écouler sur les façades. Donc, plus vous mettez un isolant épais, et plus il faut que votre muret soit à rehausser. Donc, c'est les plus grosses contraintes. D'accord. On a des questions au niveau de l'ITE concernant les maisons quand même typiques qui ont des génoises. Donc, en cas d'isolation par l'extérieur, faut-il démolir les génoises? Peut-on préserver des rentes génoises? Donc, c'est une question qui est revenue 2 fois. Je vais y répondre.
Alors déjà, il y a génoises et génoises. Il y a les vraies anciennes génoises ventilées qui ont une utilité parce qu'elles assurent une ventilation des combles. Et après, si c'est des génoises qui ne sont pas ventilées, c'est-à-dire qui sont remplies, qui sont maçonnées, c'est purement esthétique. Donc forcément, selon l'épaisseur d'isolant qu'on va mettre par l'extérieur, c'est jamais moins. Si on veut avoir droit à des aides, par exemple, avec de la fibre de bois, ce sera pas moins de 16 cm. Donc forcément, ça va noyer au moins, je vais dire, un rang et demi de génoise, même souvent deux. Voilà. Après, si on utilise d'autres matériaux, la différence ne sera pas énorme. Ça va jouer sur 3 à 4 cm d'épaisseur pour avoir la même performance. Donc, de toute façon, voilà, les génoises, ben oui, parfois, il faut, enfin, on les noie ou on les casse, mais souvent, les reproduire après, c'est des travaux qui sont très compliqués, très coûteux. D'accord. Concernant les remontées capillaires, en cas d'isolation des murs par l'extérieur, peuvent-elles être réduites? On n'a pas parlé de bâtis anciens aussi, parce qu'il y a quand même des isolants qui doivent être adaptés aux bâtis anciens, parce que le bâti ancien a besoin d'isolants perspirants. Donc, surtout, on déconseille, on interdit si possible le polystyrène, qui est un isolant fermé et qui peut créer des problématiques. Ouais, je vais laisser Sébastien ou Christophe développer. Je n'ai pas très bien compris la question. Tu peux la reformuler? La question, c'était: est-ce que les remontées capillaires peuvent être réduites avec un isolant des murs par extérieur? Si. Déjà, il faut diagnostiquer ce qu'il y a sur cette façade. Parce qu'en effet, si l'isolant déjà n'est pas adapté au type de mur, déjà, il va falloir l'enlever, quoi qu'il arrive. Ça empêche, parce que sinon, si on rajoute un isolant par-dessus et une façade avec un nouvel enduit qui, lui, permettrait la respirabilité des murs, c'est comme si on ne faisait rien. Donc là, il faut bien diagnostiquer d'abord pourquoi il y a cette remontée d'humidité. De toute façon, avant d'isoler, il faudra traiter cette remontée d'humidité. Voilà. Et une fois qu'on saura d'où vient cette remontée d'humidité, là, on peut voir si l'isolation par l'extérieur est faisable, il faut le faire. Mais nous, avec les matériaux biosourcés qu'on utilise et les enduits à base de chaux, ça va améliorer de toute façon la respirabilité du bâtiment. Donc, il y aura forcément plus normalement de remontée d'humidité. Par contre, ce que j'ai apprécié et ce qu'il faut bien insister, c'est le système de ventilation. À partir du moment où on isole bien sa maison, son logement, il faut que la ventilation soit aussi anticipée. Parce que c'est là aussi qu'on a des gros problèmes et des soucis d'humidité intérieure dans les maisons. Voilà. Oui, et le meilleur moyen de loin de régler les problèmes d'humidité à l'intérieur des logements, c'est la VMC. Après, pour les problèmes, tout ce qui est problématique d'humidité, c'est des problématiques qui sont spécifiques. Il faut voir d'où est l'origine. Vous avez des isolants qui sont plus adaptés que d'autres aussi. Et comme je le disais avant, l'existant, le bâti, sera pris en compte pour adapter aussi l'isolant. Des isolants perspirants sur du bâti ancien, parce que la question avait été posée, donc c'est l'occasion d'y répondre. Oui, en cas de Et remontée les capillaire. isolants biosourcés qu'on utilise, type fibre de bois haute densité ou liège, ils sont dits hygrorégulateurs, c'est-à-dire qu'ils vont participer, ils vont aider à l'assainissement de la maçonnerie quand c'est de l'ancien. Voilà. Évidemment, si c'est du parpaing, ça n'a pas de grande valeur dans ce cas-là.
En cas de remontée capillaire, en revanche, isolé par l'extérieur avec un isolant imperméable à la vapeur tel que le polystyrène, ça peut aggraver la situation pour le coup. Hein, vous allez vous retrouver avec une évacuation qui va moins bien se faire sur l'extérieur et du coup, plutôt sur l'intérieur, donc salpêtre sur les murs et compagnie. Une autre question, est-il possible de réaliser, toujours dans l'isolation par extérieur, une isolation par extérieur uniquement sur un mur nord? Voilà, je vais pas plus détailler puisque je vais rester dans une question plus généraliste, mais est-ce qu'il est possible d'isoler juste un mur et pas tous les murs pour toute contrainte? Alors après, ça peut être sur la rue, effectivement, ça peut être une contrainte, mais voilà, je vous laisse la parole. Vas-y. En Oui, fait, vas-y. si vous n'isolez pas la totalité d'un bâtiment, de l'enveloppe du bâtiment, à chaque fois que vous n'aurez pas traité une paroi, une façade, quelle qu'elle soit, les déperditions vont se reporter en grande partie sur ces façades non isolées. Donc, si vous isolez qu'un mur nord, ce qui est tout à fait faisable, le gain essentiel que vous aurez, ce sera en confort et la sensation de paroi froide de la façade nord qui sera bien atténuée. En revanche, en termes de déperdition au niveau général du bâtiment, le gain sera minime. On avait une question sur le triple vitrage. Je ne sais pas si tu l'as vu, Céline. Non, je suis en train de répondre à une autre question. La question était est-ce que le triple vitrage était pertinent, surtout sur les grandes menuiseries? Est-ce que l'un de vous veut y répondre? Là, je peux pas. Alors, dans notre région, le triple vitrage, c'est éventuellement pour les ouvertures au nord que ça se justifie. Et encore, les gains par rapport à un bon double vitrage sont vraiment pas sensibles. Et pour les vitrages au sud, il vaudrait mieux un très bon simple vitrage parce que ça va nous aider vraiment à valoriser ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire les apports solaires passifs en hiver. Et alors, laisser passer un maximum de chaleur en hiver, en journée. Voilà. Et comme de toute façon en été, les vitrages au sud ne reçoivent pas de rayonnement solaire, ça pose pas trop de problème. Et après, les deux autres expositions, est et ouest, un bon double vitrage, c'est parfait. Je suis plutôt d'accord avec ça. Ouais. Triple vitrage sous nos latitudes, ce n'est pas vraiment nécessaire. Donc, il y a un surcoût que vous ne rattraperez jamais sur le très faible delta que vous allez avoir en termes de performance. Donc, un bon double vitrage, c'est suffisant. Hein. En termes de dimension, vous avez du double vitrage qui se fait en très grande dimension. Donc, effectivement, dans nos régions, ça c'est pas forcément adapté. Et puis, c'est très lourd, le triple vitrage. Donc, ça pose des contraintes techniques fortes pour la pose de ces menuiseries. Il faut y penser. On a aussi des questions sur à peu près des tarifs, mais Sébastien, tu t'en as parlé. On va être sur des coûts effectivement en sarking qui vont être beaucoup plus élevés que par l'intérieur. On peut peut-être développer les postes de travaux, sous-face, mur, sarking, vrac, enfin isolation de comble perdu, ou voilà, si vous voulez développer un petit peu au niveau des prix. Bon, la question des prix en ce moment, c'est un peu délicat. Eh oui. Déjà. Je ne cache pas que on a du mal à avoir de la visibilité, même si c'est quand même moins fluctuant qu'il y a encore 1 an et demi. Après, je crois que vous, l'ALEC, vous aviez fait des statistiques. Donc, il faudrait peut-être peut-être remettre un peu à jour, mais si vous le faites, c'est tant mieux. Après, bon, comme je disais, si je commence par la toiture, si vous isolez la toiture par l'extérieur, ben, en gros, c'est 400 € minimum hors taxe du mètre carré. Si vous voulez
un sarking de bonne qualité. Un sarking en fibre de bois. Voilà. Oui. Après, ça va dépendre des matériaux utilisés. En utilisant de la fibre de bois qui a effectivement une très bonne efficacité, autant pour l'hiver que pour l'été, à ce moment-là, on est dans des prix plutôt élevés. Sur du polyuréthane, on va être dans des prix beaucoup plus bas. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a des compromis à faire. Quel est l'objectif d'isoler? Est-ce que c'est l'idéal, c'est pour le confort d'hiver et d'été, mais c'est sûr que les prix, ça va. Les prix du polyuréthane ne sont pas si intéressants aujourd'hui. Donc, voilà. Après, si on isole, donc, comme je disais, les rampants, c'est-à-dire la toiture en suivant le rampant par l'intérieur. Bon, il y a la problématique de l'épaisseur de toute façon, parce qu'on ne fera pas de miracle, il faudra une bonne épaisseur d'isolant. Ce ne sera pas moins de 22 à 28, 29 cm. Et l'idée, c'est que donc, si on a la place, très bien, autant faire comme ça, ce sera beaucoup moins cher que par l'extérieur, forcément. Si vous faites du plancher de comble perdu, alors là, les prix sont très variables parce que on a des matériaux qui peuvent être vraiment pas chers du tout si on fait du soufflage. Par contre, si on va sur des rouleaux ou des panneaux semi-rigides, forcément, on est beaucoup plus cher. Mais encore une fois, c'est un équilibre à trouver entre performance thermique pure, c'est-à-dire pour l'hiver en particulier, et confort d'été. Là, voilà, les matériaux très peu chers, type laine de verre soufflée, vont pas être performants du tout, quoi. Donc, bon. Alors, il y a Ou la alors, il ouate. faudra en mettre Il y a la ouate, Sébastien, 60 qui à est quand même, 70 cm pour arriver à un minimum de confort d'été. la Donc, ouate de le prix, cellulose, quand même, est assez intéressante niveau prix, généralement assez compétitive, en soufflé en tout cas. Bah Christophe, tu voulais intervenir? oui, non, mais là, moi, nous, c'est ce qu'on fait le plus en ce moment. C'est en effet le soufflage de watts de cellulose. Et en effet, on avoisine plus les 20 € hors taxe du mètre carré. Voilà. Donc, mais ça reste que des combles perdus. Voilà. Mais je peux répondre à une autre question que j'avais vue passer sur est-ce qu'on peut poser divers isolants, par exemple dans les combles, ou laisser les anciens et poser par-dessus. Là-dessus, nous, on déconseille fortement quand même parce que l'origine des matériaux ont quand même vous l'avez vu tout à l'heure lors des slides, ont des particularités propres à leurs origines. Et donc nous, bon, c'est pour ça qu'en ce moment, on a beaucoup de chantiers qui ne passent pas parce que les gens ont des vieilles laines de verre ou des vieux rouleaux de laine de verre. Et nous, en tout cas, on ne pose pas sur l'ancien. Je ne pose pas de watts ni de fibre de bois sur l'ancien isolant minéral. Voilà. Donc là-dessus, je déconseille fortement de rajouter des couches en se disant plus il y a d'épaisseur et ça fait un bon mix. Non, dans le temps, ça ne fera pas un bon mixte. Il vaut mieux repartir sur des produits sains et propres que de cumuler en pensant faire un bon investissement. Et j'ajoute que quand vous avez de la vieille laine de verre ou laine de roche, votre faux plafond ou votre plafond, il n'est pas parfaitement étanche. Donc, vous avez plein de minuscules fibres de laine minérale qui se baladent dans votre logement aussi. Donc, bon, on peut s'en passer, je pense. On a presque fait le tour, on a dépassé un petit peu l'heure. Peut-être une dernière question, Céline? S'il y en a une. Je voulais juste en fait boucler sur les génoises parce qu'apparemment c'est des sujets qui semblent importants. Comment peut être assurée la continuité du coup de l'isolation extérieure avec des génoises? Tu y as répondu quand même en partie tout à l'heure en disant que soit tu les enlevais, soit tu passais dessus. Voilà.
Juste revenir sur l'isolation plancher bas, on a parlé du floconnage. Est-ce que c'est une technique que vous faites? Moi, non, mais c'est une bonne technique. Oui, c'est une bonne technique, oui. Non, non, on ne fait pas. Et généralement, il faut savoir aussi une technique pour laquelle on ne va pas avoir de normalisation des isolants et qui va difficilement donner droit à des aides financières. À la différence de l'isolation en sous-face avec des panneaux normalisés pour laquelle on connaît la résistance thermique. Mais ça reste une bonne technique. Oui, c'est une bonne technique. Je pense que dans tous les cas, si vous avez des questions un peu plus précises, vous pouvez nous contacter. Je vais vous mettre nos coordonnées. Donc, vous avez le numéro Allo Rénov Énergie, où là, vous allez basculer sur un standard qui va récupérer vos coordonnées. Et après, vous avez nos numéros directs. Donc, vous avez le numéro de l'ALEC et le numéro de la MEC. Donc, l'ALEC, la métropole marseillaise. Donc, selon votre logement où il est situé. Alors là, on a fait un webinaire sur l'isolation. On a quand même plus accentué sur le logement, on va dire, individuel. Mais après, on peut parler du bâti dans son ensemble. À l'ALEC et à la MEC, vous avez un service particulier, donc maison individuelle, appartement individuel. Et on a aussi un pôle copropriété, où là, on va parler de la copropriété dans son ensemble. Donc, la copropriété, c'est une approche qui est assez différente. Donc, voilà, vous aurez des solutions qui vont être abordées sous un autre angle. Mais bon, l'isolation, en tout cas, on parle de l'isolation du bâti dans son ensemble. Donc, si vous avez des questions, 04 84 89 45 10 pour la métropole marseillaise et pour le Pays d'Aix, 04 42 93 03 69. On rajoutera qu'on pourra répondre à toutes les questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Il y en avait un certain nombre. Donc, s'il en reste, n'hésitez pas à nous appeler. On y répondra avec plaisir. Et puis, je crois qu'il y a un webinaire sur la copro qui viendra, qui pourra en intéresser certains d'entre vous. On vous souhaite à tous et toutes une bonne soirée. J'espère que ce webinaire vous a plu et vous a apporté des réponses à vos questions et plus de détails sur l'isolation. Donc, j'espère que ce webinaire vous aura convenu. Voilà. Disponible sur les chaînes YouTube au revisionnage, c'est une question qui a Oui. été posée. Et les slides, normalement, sont envoyés dans un mail aux participants qui s'étaient inscrits. Donc, vous pourrez le revisionner ou en voir le contenu ultérieurement. Et merci à l'intervention de M. Servère de Saint-Caisse Construction et M. Baudry de API. À bientôt. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Au revoir.